3 légions marchèrent vers la Germanie. Aucune ne revint. Ce ne fut pas une bataille. Ce fut une exécution qui dura 3 jours. 15 000 soldats romains, la machine militaire la plus redoutée du monde antique, réduits en cadavres déchiquetés dans une forêt boueuse que personne n'aurait dû leur permettre de pénétrer. L'histoire que vous allez entendre n'est pas celle d'un affrontement héroïque. C'est celle d'une trahison calculée, d'une arrogance aveugle et d'un massacre si total que Rome elle-même en fut traumatisée pour toujours. Bienvenue dans le récit de la bataille de Teutobourg, le jour où la Germanie frappa en retour. La marche vers la Germanie commença dans la confiance. 3 légions romaines, la 17e, la 18e et la 19e, environ 15 000 soldats d'élite, suivis de plusieurs milliers de troupes auxiliaires, de civils, de femmes, d'enfants et d'un immense train de bagages. Une ville mobile d'humains, d'animaux et de chariots qui s'étirait sur des kilomètres. Pour un empire habitué aux champs ouverts et aux batailles ordonnées, il y avait peu de raisons de craindre les forêts qui se dressaient devant eux. Rome avait conquis la Gaule, l'Égypte, la Syrie. Qu'étaient donc quelques tribus germaniques barbares face à la puissance des légions? À leur tête chevauchait Publius Quintilius Varus, un administrateur compétent. Il avait gouverné l'Afrique et la Syrie avec habileté, géré les impôts, maintenu l'ordre. Mais Varus n'était pas un commandant endurci au combat. Sa force résidait dans le droit et l'ordre, pas dans l'instinct de champ de bataille, une faiblesse qui serait bientôt révélée de la manière la plus sanglante possible. À ses côtés chevauchait Arminius, noble germanique, citoyen romain, officier de confiance. Voici l'homme qui changerait le cours de l'histoire européenne. Pris en otage dans sa jeunesse, élevé à Rome, formé comme commandant de troupes auxiliaires, Arminius connaissait la tactique romaine par cœur. Il parlait latin couramment. Il portait l'uniforme romain. Il avait même combattu pour l'Aigle de Rome en Pannonie. Pour Varus, il semblait être l'allié parfait, un Germain civilisé qui comprenait la supériorité de la culture romaine et qui aidait à pacifier ses propres compatriotes sauvages. En réalité, Arminius préparait déjà la chute de Rome, mais tout le monde n'était pas aveugle. Ce geste, un autre chef des Chérusques et le beau-père d'Arminius avertit Varus. « Enchaînez-le maintenant, il vous trahira. » Varus balaya l'avertissement comme une simple rivalité familiale. Ce geste avait raison, mais personne ne voulait l'écouter. L'arrogance romaine était trop profonde. Les légions avancèrent plus profondément dans la forêt de Teutoburg. La pluie transforma les sentiers en bourbiers. Les arbres se refermèrent au-dessus d'eux, bloquant le ciel. Les chariots s'enlisaient dans la boue. Les femmes et les enfants ralentissaient la marche. La colonne s'étira sur des kilomètres. Elle ne pouvait pas se voir dans son ensemble. C'était une erreur tactique fatale. Un serpent sans tête ni queue, avançant aveuglément dans un terrain qu'elle ne comprenait pas, guidée par des hommes à qui elle n'aurait jamais dû faire confiance. Puis Arminius demanda la permission de partir, prétendant qu'il allait rallier d'autres alliés germaniques pour renforcer l'armée romaine. Il laissa derrière lui une poignée de chefs pour guider les Romains plus profondément dans les forêts et disparut pour rassembler sa coalition cachée. Les bottes continuèrent de marcher. Les chariots cliquetèrent. Mais dans le silence entre la pluie et le grincement des roues, même les soldats endurcis le sentaient. La forêt attendait. L'attaque vint sans avertissement. Des crêtes et des fourrés, les guerriers germaniques prirent vie. Ils lancèrent des javelots, des pierres de fronde et des volées de flèches sur la colonne en contrebas. Les trompettes retentirent. Les centurions hurlèrent des ordres. Mais il n'y avait pas d'espace. La discipline romaine prospérait en terrain découvert. Ici, dans la boue et les ronces épineuses, la formation était impossible. La surprise se transforma en chaos. Les légionnaires tentèrent de former le testudo, la formation tortue avec les boucliers au-dessus de leur tête. Mais dans les étroits sentiers forestiers, coincés entre les arbres et les chariots renversés, c'était inutile. Les Germains ne cherchaient pas un combat honorable d'homme à homme, ils frappaient et se retiraient, disparaissant dans la forêt comme des fantômes, pour réapparaître ailleurs, toujours hors de portée, toujours mortels. Sous la tempête de pluie battante, Varus ordonna d'établir un camp à la tombée de la nuit. Des palissades grossières furent taillées dans du bois mouillé. Mais la pluie ne cessa pas, et les Germains non plus. Pour avancer plus rapidement, Varus ordonna d'abandonner les chariots et les blessés. Une traînée de bagages et d'hommes brisés fut laissée dans la boue. Ceux qui restaient en arrière savaient ce qui les attendait. Les Germains ne faisaient pas de prisonniers. Pas dans cette bataille. Les détachements de cavalerie envoyés en avant ne trouvèrent que des barricades et des embuscades. Chaque jour,
La ligne s'amincissait. Les soldats mouraient non pas dans des combats glorieux, mais isolés, perdus, noyés dans la boue, piétinés par leur propre retraite paniquée. La cohésion s'effondrait. Les guerriers surgissaient de tranchées cachées et essaimaient sur des cohortes isolées avant qu'elles ne puissent se regrouper. La forêt amplifiait la terreur. Les hommes tombaient dans des ravins invisibles. Les cris résonnaient entre les arbres, mais personne ne savait d'où ils venaient. Les étendards, les aigles de Rome, symboles sacrés de l'honneur légionnaire, tombèrent l'un après l'autre. Perdre l'aigle était la pire humiliation qu'une légion puisse subir. C'était pire que la mort. Et pourtant, il tombait. À l'arrière, Varus tenta de rassembler les restes de son armée, mais les alliés germaniques disparaissaient. Les officiers étaient abattus. Le commandement se désintégrait. Ce n'était plus une armée. C'était une foule terrifiée d'hommes épuisés, trempés, affamés, qui savaient qu'ils allaient mourir. Lorsque la résistance s'effondra complètement, Varus se jeta sur son épée. Les sources antiques rapportent que sa tête fut coupée et portée comme trophée. Les légions moururent avec lui. Dans la localité moderne de Chalcrise, les archéologues ont découvert plus tard des crânes marqués par des lames, des fragments de l'Aurica segmentata à l'armure romaine caractéristique et des masques de chevaux déchirés, témoins silencieux de l'annihilation. Ce ne fut pas une bataille. Ce fut un massacre industriel qui dura 3 jours. 15 000 Romains entrèrent dans la forêt de Teutoburg. Presque aucun n'en ressortit. À Rome, la nouvelle frappa comme un coup de tonnerre. L'empereur Auguste, le maître du monde connu, l'homme qui avait transformé Rome d'une république en un empire, déchira sa robe et hurla « Quintilius Varus, rends-moi mes légions !» Son angoisse devint la voix d'une nation confrontée à sa perte. Pour la première fois depuis des générations, Rome avait goûté à une défaite totale. Pas un revers tactique, pas une retraite stratégique, une annihilation complète. La réponse fut immédiate et claire. Rome se retira sur le Rhin. Pendant 4 siècles, ce fleuve forma la frontière nord de l'Empire. La conquête de la Germanie, ce rêve d'étendre l'Empire jusqu'à l'Elbe, fut abandonnée pour toujours. Les légions qui avaient coulé la 17e, la 18e et la 19e ne furent jamais reconstruites. Leurs numéros furent rayés des registres et ne furent plus jamais réutilisés. C'était un honneur réservé aux plus grandes unités de Rome. Mais ces légions, elles avaient été effacées de l'existence. Leur nom même était une honte. La bataille de Teutobourg changea le cours de l'histoire européenne. Si Varus avait gagné, si les légions avaient conquis la Germanie, l'Europe aujourd'hui serait méconnaissable. L'Allemagne serait probablement un pays de langue romane comme la France ou l'Espagne. La culture germanique qui a façonné le Moyen-Âge et l'Europe moderne n'aurait vraisemblablement jamais existé sous sa forme actuelle. Mais Arminius triompha, et la Germanie resta libre. Pourtant, le prix de cette liberté fut élevé. Rome revint 6 ans plus tard sous Germanicus, non pas pour conquérir, mais pour punir. Ils brûlèrent des villages entiers, ils massacrèrent des tribus, ils récupérèrent 2 des 3 aigles perdus. Et Arminius lui-même, le héros qui avait vaincu Rome, il fut assassiné par son propre peuple en l'an 20 et un après Jésus-Christ. Les tribus germaniques, incapables de s'unir, se tournèrent les unes contre les autres. Le rêve d'une Germanie unifiée mourut avec lui. À Chalcrise, les fermiers labourent encore du fer romain. La forêt n'a jamais rendu ses morts. Les os de 15 000 légionnaires romains reposent quelque part sous les champs allemands, témoins silencieux du jour où l'invincible machine de guerre de Rome fut brisée par la ruse, la trahison et la férocité des forêts germaniques. 3 légions marchèrent vers la Germanie. Aucune ne revint. Et Rome ne l'oublia jamais.